Bonjour à vous qui êtes sur YouTube actuellement, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes sur la bonne chaîne pour vous divertir et prendre une longueur d'avance sur la société. Car aujourd'hui, on reçoit l'une des personnes les plus expérimentées dans le milieu des médias. Radio, télé, YouTube, Getter, Twitter, TikTok. Pas une plateforme ne lui a résisté. C'est simple. Soit il perce, soit il se fait bannir. Eric Morio, comment allez-vous? Ça va, Emmanuel, et toi? Super, très heureux de vous accueillir sur Télédroit pour le deuxième épisode d'Influx, la seule série d'interviews sur les médias et la communication, en plus général d'influence. Pour les spectateurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes journaliste, animateur, producteur. Vous étiez sur CNews, vous êtes passé ensuite sur Sud Radio. Aujourd'hui, vous êtes totalement indépendant avec votre chaîne YouTube, Les Incorrectibles. On vous invite tous à voir cette chaîne, si vous ne la connaissez déjà pas, après cette vidéo, qui est très importante. On va parler de sujets qui n'ont pas encore été évoqués concernant dans d'autres interviews que vous avez faites. Vous êtes aujourd'hui totalement indépendant. Pourquoi avoir fait ce changement? On lance la première slide. On parlait d'hydroxychloroquine, le professeur Raoult, dont je veux pas me faire spécialement l'avocat, s'est fait lyncher parce qu'il n'y avait pas d'études randomisées. Il y a eu cet article, en plus, qui a été complètement balayé de Lancet. Et puis là, tous les verrous sautent, en termes de précaution. On y va, on vaccine. Ouais, là, je reconnais le professeur Eric Com, mais c'était dans ma vie médiatique antérieure, ça. Effectivement. Est-ce que, alors justement, cette vie antérieure, ça vous diriez d'y revenir? Est-ce que c'est fini, vous avez tourné la page? Est-ce que continuer à la radio, vous auriez plu? Écoute, si on m'avait donné un micro aussi beau que celui-là, sans aucune hésitation, j'y retournerais. Non, écoute, maintenant... On peut peut-être se tutoyer parce que, écoute, j'ai envie de te tutoyer. T'es quand même très jeune, donc ça me gêne de vous voyez. Écoute, la question se pose pas d'abord. Donc moi j'aime bien répondre à des problèmes quand ils se posent. Écoute, si la question s'était posée, j'aurais peut-être hésité. Elle aurait pu se poser après mon départ de Sud Radio. J'ai en effet eu quelques rendez-vous avec quelques autres radios et télé. Mais finalement, ça n'a pas abouti, et finalement pour le meilleur pour moi, puisque au final, le chemin que j'ai décidé de prendre se révèle être un chemin aujourd'hui qui est plutôt victorieux, donc je suis content. Ce chemin que vous avez pris, est-ce que il n'y a pas aussi la liberté qui rentre en compte? Sans aucune hésitation. Moi, de toute façon, tu as eu la gentillesse de remettre ce passage de Sud Radio. D'abord, je suis parti de Sud Radio parce que j'ai été contraint. C'était pas une décision de ma part. Surtout, tu as explosé sur Sud Radio aussi. Écoute, je te remercie. Non, c'est ça qui est le paradoxe d'ailleurs. C'est assez marrant parce que je suis resté... Exactement. C'est très très curieux ce que tu dis là, parce que c'est ce que j'ai dit à un pote il y a 2 jours. Je lui dis que j'étais resté quand même une saison entière sur CNews à présenter les infos donc quotidiennement pendant quand même un petit bout de temps. Je n'ai pas tous aujourd'hui les animateurs de CNews. Écoute, je suis pas si sûr justement. Alors, je parle pas de CNews en particulier, mais plutôt des chaînes info et de manière générale. Si je te demande de me citer le nom, tu les connais peut-être de figure, mais je suis pas certain qu'à part les 2-3 présentateurs stars de chaque chaîne info, tu sois capable de me citer le nom du présentateur qui présente les news, par exemple, là à l'heure où on se parle, tu vois. Donc je suis pas certain. Et ce qui est en revanche assez hallucinant, c'est que depuis que je présente Les Incorrectibles, là ça va être un peu présomptueux, mais il n'y a pas, allez on va dire, je vais essayer d'être quand même objectif, il n'y a pas 3 jours sans que je sois amicalement reconnu, ou en tout cas quelqu'un qui me dit là j'ai même eu écoute, c'est un truc de dingue, il y a 2 jours j'ai un taxi qui m'a pris dans la pénombre il était un peu plus de 19h, donc il faisait quand même nuit noire, c'était avenue Marceau dans Paris, et c'était le couloir de bus, donc le couloir des taxis quoi, et le mec s'est arrêté et j'étais même pas rentré depuis 10 secondes, qui me dit j'adore votre émission. Alors je me suis dit il y a une caméra cachée, il se fout de ma gueule. Et non. Donc là au moins ce qui est génial, c'est que c'est des gens que je ne connais pas. Donc quand j'étais à CNews, les gens de ma famille me reconnaissaient, mais j'avais jamais été reconnu par des inconnus. Et là ce qui est génial, alors il y a encore, je suis pas encore au stade Nikos Aliagas, tu vois, on me reconnaît pas forcément au niveau du nom, mais les gens se disent tiens, alors où je vous ai vu sur YouTube, mais ils savent pas encore exactement, mais ils percutent parce que en général ils se souviennent des invités que j'ai reçus.
Et donc, je les remercie parce que c'est la plupart des invités que j'ai reçus qui m'ont permis aujourd'hui de donner de la notoriété à cette émission et donc à cette chaîne maintenant. Donc c'est la fin d'un anonymat, on va dire. Ouais, écoute, alors après, Tu portes le masque pour ne pas te faire reconnaître des fois? Non, écoute, je porte même plus le masque tout court, donc je prends peut-être un risque, mais moi, écoute, c'est assez curieux parce que au départ, je vais pas la faire à l'envers. Tous les gens qui travaillent dans les médias, nous tous qui travaillons dans les médias, moi, j'en ai marre quand j'entends des gens dire qu'ils sont devenus connus à l'insu de leur plein gré. Et non, 99,9% des gens qui travaillent dans les médias, c'est pour un jour avoir le plaisir selon eux, parce qu'il y en a pour qui c'est un supplice, mais en tout cas pour les gens qui bossent à la radio ou à la télé, moi le côté non mais je cherchais pas les projecteurs, c'est du pipeau quoi. Et que t'aimes bien la répartie et que t'aimes bien te confronter à des gens qui ont des idées et peut-être qu'en entreprise, quand tu travailleras dans ton entreprise, tu auras pas cette répartie-là que tu pourrais retrouver dans un talk show par exemple. Mais t'as complètement raison. Enfin, d'abord, peut-être que c'est pas forcément aussi que pour montrer sa tête, mais c'est aussi pour mettre en que... avant son talent et le faire connaître et puis diffuser aussi ses opinions. Mais tu sais, tu viens de citer un mot qui est quand même assez important, qui est le mot entreprise. Donc ça fait penser à entreprendre, entrepreneur. Moi aujourd'hui, je suis d'abord entrepreneur. Si tu veux, la plupart du temps que je passe, il est à mon bureau, au téléphone. Enfin maintenant, le bureau il est mobile avec l'iPhone, avec l'iPad. Mais si tu veux, finalement, la partie que je passe à l'antenne sur ma chaîne YouTube ou sur mes émissions en général, c'est la partie émergée de l'iceberg, tu vois, c'est pas la majeure partie du temps. Et donc, pour répondre encore une fois à ta question, la conséquence, en effet, de cet exercice que j'adore pratiquer, et comme tu le disais peut-être, alors celui de la répartie, écoute, je sais pas si je suis connu pour ça, parce qu'à la rigueur, je n'essaye pas d'être forcément trop agressif dans mes émissions, et donc... Écoute, écoute, j'essaye de la quitter cette neutralité parce que justement, écoute, j'avais eu pas mal d'amis qui me disaient qu'ils m'avaient découvert. Alors là, ça m'avait un peu surpris parce que j'ai des très très bons amis qui m'ont dit après m'avoir vu animer cette émission sur YouTube, qui m'ont dit, écoute, on se rendait pas compte que t'avais comme ça une personnalité, et que t'avais un avis tranché. Et je leur ai dit, écoutez, c'est très vexant parce que ça veut peut-être dire que je paraissais lisse, quoi, tu vois. Mais les gens qui paraissent lisses, ça veut pas dire qu'ils le sont forcément. Après, quand t'es dans un média dit mainstream classique, tu peux pas forcément avoir la même liberté que celle que tu as paradoxalement quand même encore sur YouTube, même si sur YouTube, là aussi, d'ailleurs, on est sur cette plateforme en ce moment, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit par rapport à certains sujets comme celui que tu as passé en extrait avec le professeur Eric Combe quand on parlait de chloroquine et de Covid. Évidemment, il fallait faire très attention, mais y compris sur YouTube, je le disais. Tu parlais d'entreprendre. Est-ce que tu es entrepreneur depuis combien de temps ? Et est-ce que tu étais pigiste à un moment ? C'est quoi ? Ah ouais, j'ai été pigiste. Alors, il se trouve que mon parcours est un peu particulier parce que moi j'ai pas fait d'école de journalisme. Donc si tu veux, j'ai fait une école de commerce exactement, et donc si tu veux, j'étais perçu un peu comme ouais, on peut le dire. Non, mais vraiment, c'est très marrant ce que tu dis là, parce que je veux pas incriminer qui que ce soit, mais c'est vrai que tu viens pas du sérail quand t'as pas fait d'école de journalisme, tu vois. Moi, je venais d'une école de commerce et j'étais le vilain petit canard qui venait potentiellement piquer du boulot à des gens qui, eux, étaient imprimés, tamponnés, si tu veux, de l'école de journalisme reconnue, parce qu'en plus, il y a des écoles de journalisme qui sont reconnues et d'autres qui sont pas reconnues par la profession. Mais justement, justement ton point de vue fait que il est différent de celui d'un journaliste. Ah ouais, et puis surtout, écoute, moi, j'ai poussé un gros coup de gueule récemment. Je suis d'autant... Ce que tu as appris dans le commerce, tu fais passer tes apprentissages dans ce que tu as appris dans le commerce, peut-être dans ton... je crois que c'est... écoute, j'avais un jour été assez marqué par une interview d'Emmanuel Chin, qui avait lancé dans Capital, donc on s'en souvient plus parce que maintenant il est retourné dans l'ombre de la boîte de prod qu'il a, Éléphant et compagnie, mais il avait dit un jour qu'il avait révolutionné, mais c'était vrai, c'était pas du tout pour s'en vanter, il avait réinventé une façon de vendre l'économie, si tu veux, en télé. Capital, il a créé un ton. Et c'était finalement un ancien d'HEC, si tu veux. Donc il venait pas. Et c'est du marketing finalement, tout ce qu'on fait là, même en se parlant. Moi, je vends ma camelote, tu vends la tienne. On est des vendeurs malgré tout. Alors évidemment, c'est pas politiquement correct, voilà, encore une fois de dire ça. Mais quand tu regardes CNews, LCI, BFM,
Il y a évidemment des façons de rédiger des intros, des lancements qui font qu'en effet on essaie d'avoir la meilleure accroche possible. Quand en effet je travaille mes petites introductions, d'ailleurs pas mal de gens le soulignent, j'essaye de les travailler de manière un peu vendeur quoi. Quoi ? C'est le plus important, les introductions. Ouais, je crois, ouais. Et puis je m'amuse beaucoup d'ailleurs à ça. C'est marrant parce que c'est une toute petite partie dans une émission de 2 heures, mais c'est une partie hyper importante. Alors, justement... Mais la tienne était très bien, j'ai apprécié. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais revenir à la télé ? Ou est-ce que c'est une page qui a été tournée et les nouveaux médias aujourd'hui, ça se trouve sur Internet ? Mais écoute, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de te dire, j'en fais de la télé aujourd'hui, même si officiellement, je suis pas sur une télé mainstream. Je vais préciser ce que tu dis. Tu fais pas de la télé, tu fais de la smart télé. Je fais de la smart télé, exactement, c'est-à-dire de la télé interactive, ouais, où tout le monde peut participer. Mais en effet, aujourd'hui, tu sais, avec un iPhone, avec un iPad, tu peux envoyer avec la télé connectée ton flux depuis ton iPhone ou iPad vers ton téléviseur. Donc, finalement, la télé, si ça veut dire passer dans le téléviseur, aujourd'hui, tu peux regarder YouTube sur ta télé avec les téléviseurs connectés. Donc voilà, donc si tu veux aujourd'hui, oui, écoute, si on me propose, encore une fois, tu vois, là, je vais pas faire l'hypocrite. Si demain Cyril Hanouna ou un autre producteur arrive en me disant, je te mets en prime time pour présenter l'émission que tu rêves de présenter, Les Incorrectibles en l'occurrence, avec une bande de chroniqueurs que je choisirais moi-même, mais je serais ravi de tenter de faire l'anti-quotidien. Ouais. Ah bah ouais. Bah ouais, non mais c'est un pic amical, hein, parce que c'est un pic pour dire que quotidien. Non mais quotidien en termes de production, c'est le must absolu. C'est le plateau est très beau. Non mais ça va plus loin que le plateau. C'est vraiment en termes de mécanique, de conducteur, c'est hyper rythmé, c'est super bien produit. Donc si tu veux, moi je peux dire que je peux que m'incliner si tu veux devant quotidien. En revanche, sur un plan éditorial, là c'est autre chose. Et ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal parce que c'est tellement moderne si tu veux dans la production et je trouve ça tellement ringard dans le côté conservateur au sens conservateur politiquement correct quoi. Quand il faut tacler d'autres personnes, ils le font pas. Moi, c'est l'impression. Bah non, mais c'est si tu veux quotidien, il y a pas plus haut dans le politiquement correct, si tu veux, en matière de télé. Donc après, même Cyril Hanouna, tu vois, j'étais le premier je vais pas te mentir, on y allait tous de sa critique sur TPMP parce que c'était de bon ton de critiquer TPMP, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les plus politiquement incorrects sont invités par TPMP. Donc ça, au moins, c'est un truc qu'il faut reconnaître à Cyril Hanouna, quoi. Moi, les invités que j'ai, et dans mon ancienne vie médiatique, il y avait des invités que je pouvais plus recevoir dans les derniers mois qui passaient chez Cyril Hanouna. Ce qui est quand même assez génial, quoi. On dirait justement que tu préfères inviter des gens qu'on ne voit pas et qu'on n'aimerait pas voir plutôt que des gens qui pourraient te faire du buzz. Te permettre... Écoute, alors paradoxalement, contrairement à, encore une fois, c'est comme la notoriété, le buzz, pareil, c'est un gros mot, mais évidemment qu'on recherche tous le buzz. Je connais pas une personne, même sur Internet, qui est content de faire 2 vues, tu vois. Ben voilà. Alors après, c'est vrai que c'est pas beau de dire qu'on cherche à faire le buzz, surtout sur des sujets hyper graves. Je vais pas te dire que je cherche à faire le buzz sur l'Ukraine ou la Covid. Maintenant que je cherche à avoir la plus grosse audience pour les invités que je reçois, c'est comme un écrivain, si tu veux. Un écrivain, il écrit un bouquin dans le but d'être lu par le plus grand nombre. Ça veut pas dire qu'il méprise ses lecteurs. C'est juste que ça me paraît absolument évident que tu as envie d'être vu et lu, écouté par le plus grand nombre. Donc moi, ce qui me motive juste, tu me parlais des invités que je reçois pas forcément des invités pour le plaisir de faire le scandale. C'est un choix du cœur ou un choix plus de la représentativité ? Alors c'est d'abord un choix, j'irais même jusqu'à dire éthique. C'est-à-dire que je pars du principe que j'ai envie de donner la parole à des gens qu'on ne voit pas nécessairement dans les médias mainstream. Et donc je pense qu'il est non pas seulement de mon rôle, mais de mon devoir d'inviter des gens, sous réserve évidemment, ce que je dis à chaque fois, qui respectent la loi, qui n'incite pas à la haine raciale, qui n'incite pas à l'antisémitisme, qui ne brave pas la loi, quoi. C'est juste, élémentaire. Enfin, pour moi. Mais en dehors de ça, le délit d'opinion ne doit pas exister. En plus, bon, je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis peu, je suis parrainé. Mon émission est parrainée par un site, par une plateforme, pardon. Jason Miller, salut, qui s'appelle Getter.
et qui a été créé par l'ancien porte-parole de Donald Trump et qui était qui est une plateforme qui se veut concurrente de Twitter, où il y a de plus en plus de censure, et Getter se veut un anti-Twitter où évidemment tu peux exprimer toutes les opinions à partir du moment où tu respectes la loi. Donc pour moi, ça a été le meilleur parrain, et je suis tellement honoré que Jason ait voulu parrainer mes incorrectibles. J'en profite encore une fois, je te dis, pour le remercier, lui et ses équipes. Ouais. On passe le bonjour. Quel est le plus dur pour un journaliste aujourd'hui? Est-ce que c'est la neutralité? Est-ce que c'est correspondre à son intégrité? C'est quoi selon toi? Alors c'est une vaste question, parce que alors la neutralité journalistique, c'est Didier Maisto que j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine qui l'a rappelé, et je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Il y a plusieurs fonctions dans le métier de journaliste. Il y a le métier de journaliste éditorialiste, c'est-à-dire que le type il est là, ou la nana elle est là pour donner, faire partager son opinion, ou faire réagir si tu veux, et là il n'y a pas non seulement de neutralité, mais au contraire il faut un parti pris, et en général c'est ce qu'on voit avec aussi bien tous les journalistes qui interviennent, je sais pas, dans l'heure des pros le matin, dans les grandes gueules sur RMC. Dans ces 2 dernières années, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ce manque de neutralité dans ces 2 dernières années. Ouais, mais écoute, moi le manque de... Juste pour l'extrême droite qui était un peu diabolisé, mais sinon pour le reste... Ouais, alors là encore une fois, alors d'abord, je vais dire un truc un peu prétentieux, mais je pense que j'étais parmi les premiers, si tu veux, parce que là aussi, on a tendance à l'oublier, mais les incorrectibles, ça a été créé en septembre 2018, juste à l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews. Et la neutralité, non, justement, là où il devrait y en avoir, il y en a plus. Et là où, en l'occurrence, un présentateur de journal sur une chaîne info, il doit être neutre. Un présentateur, pour moi, Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2, elle doit être neutre. Si tu veux, quand je vois dans sa posture, si tu veux, qu'elle nous manifeste. Gilles Boulot, écoute, j'ai même pas envie de dire, c'est très très délicat ce que tu me demandes de dire, parce que Gilles Boulot, il est tellement transparent et lisse que c'en est. Alors t'as raison, non, alors Gilles Boulot, t'as raison, il est dans, alors, là aussi, c'est vrai, c'est intéressant la question que tu me poses, parce que Gilles Boulot, il est présentateur du 20h. Alors c'est vrai qu'il faut être neutre à la présentation du 20h, mais il faut avoir, je dirais, du charisme. Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que PPDA, quoi qu'on en dise, ce qu'on peut en penser, PPDA, il était là, tu vois, il faisait partie de ces présentateurs comme Guillaume Durand, où t'avais, si tu veux, ils incarnaient, si tu veux, leur journal. Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, était quelqu'un qui, au 13h, incarnait, si tu veux, son journal de manière incroyable. Mais là, c'était du domaine du charisme, si tu veux. Et ça n'empêchait pas que je n'ai jamais pu imaginer l'opinion politique de Patrick Poivre d'Arvor, tu vois. Jean-Pierre Pernaut, mais c'est même pas si évident, Jean-Pierre Pernaut. Ouais, parce qu'il parlait des territoires, donc on se dit qu'il était forcément plus conservateur. Ouais, c'est vrai. Il avait commencé, c'est vrai, un petit peu éditorialiser la fonction. Mais ouais, tu as raison. Mais c'est vrai que pour le reste, des présentateurs comme Gilles Boulot, comme peut-être Anne-Sophie Lapix, en tout cas qui pense peut-être qu'elle devient charismatique en manifestant son opinion, c'est pas suffisant, tu vois. Donc Gilles Boulot, pour répondre à ta question, tu vois, je regarde jamais le 20h de TF1, tu vois, alors qu'avant je regardais le 20h, tu vois, à l'époque de PPDA. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, Gilles Boulot, je le trouve tellement lisse, si tu veux, que je pense même qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, mon papa qui a plus de 80 ans, je suis même pas sûr qu'il se percute le nom de Gilles Boulot et le visage de Gilles Boulot, tu vois. Mais après, je pense que c'est sur le long terme. Ouais, c'est-à-dire que on s'habituera aux têtes. Claire Chazal, elle a pas bougé en 15 ans. Ouais, mais Claire Chazal, elle avait... Jacques Legros, ouais. Mais il est toujours aussi là. C'est vrai, mais est-ce qu'on connaît forcément le nom de Jacques Legros? Je suis pas certain. Tu connais Jacques Legros? Voilà, tu vois, merci. Le caméraman ne connaît pas Jacques Legros. Non, mais bon, voilà. Donc, si tu veux, en termes de neutralité, donc moi, je suis ravi d'avoir quitté ce rôle de neutralité que de facto on m'imposait lorsque j'étais notamment à CNews, si tu veux. Mais là, c'est pas, on me l'imposait pas. Il était de facto lié à ma fonction. Quand j'étais présentateur des infos, évidemment, c'était un peu difficile de manifester mon opinion dans le journal de 10 minutes, 15 minutes, ou le journal de la nuit, si tu veux, sur CNews, dans la boucle de nuit. C'est un petit peu délicat, si tu veux, de manifester, voilà, ton opinion. Voilà. T'as même pas d'interview, tu vois, en plus de mémoire, je crois. Voilà.
Écoute, voilà, non, mais je suis ravi, non, je m'éclate aujourd'hui, et voilà, la question principale, c'est celle de, je suis pour la première fois depuis ma petite carrière en phase avec ce que je suis un peu plus. Donc c'était, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Michel Drucker qui disait le plus dur, c'est dans ce métier, c'est de devenir ce qu'on est. Donc en effet, aujourd'hui... Ouais, donc si tu veux, il y a plein de gens qui me critiquent, mais je suis ravi d'être critiqué par les gens qui me critiquent parce que ça veut dire que je laisse pas indifférent, tu vois. Alors qu'avant, je pense qu'on en avait, mais vraiment rien à tamponner de ma petite bouille. Bon, je pense pas qu'on en ait encore beaucoup à tamponner, mais en tout cas, on en a un peu plus à tamponner qu'il y a quelques années, ouais. Je te propose qu'on passe à la suite. Allez, on passe à... On va davantage parler du sort de la communication en 2022. Oh, Rémi. Soutien aux incorrectibles de mon ami Eric Morillo, honteusement censuré par TikTok au moment où ils franchissent la barre des 100 000 abonnés. Nos adversaires veulent réduire les esprits libres au silence, mais les jours de leur tyrannie sont comptés. #stop censure. Ah ouais, c'était sympa. C'est mon pote Rémi Tel, ouais. Alors, avant de revenir sur ton ban. Ouais. Ah, je suis fier, hein, c'était le premier. Ouais, j'avoue. Merci, ça me touche. En tant que communicant... Tu veux que je te dise la vérité ou pas? Et je vais te faire une vraie confidence là. Je suis hyper content de ce ban parce que je vais te dire la vérité, j'ai un peu surjoué la victime sur ce coup parce que j'en ai rien à foutre de TikTok. Je te le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre, c'est pas du tout. Ouais, mais c'est pas du tout mon média principal, si tu veux. Le seul média que je veux archi protéger, c'est YouTube. Et YouTube, je le protège avec le pare-feu Getter. Mais TikTok, honnêtement, c'était du bonus. Ouais, mais bon, c'est que des gamins qui dansent sur des chansons et de rap et qui bougent leurs fesses. Ouais. On passe le bonjour à Idriss Aberkan aujourd'hui. Ouais, salut Idriss. On a fait plus de 130 000 vues cumulées sur 4 vidéos. Mais ouais, non, mais moi j'avais des extraits à 400 000 vues hein, sur TikTok. Mais au final, bah tu vois, c'est là qu'il faut à un moment donné. Il y a des jeunes qui me regardent aujourd'hui et qui ouais. s'intéressent. Écoute, non, je vais te dire, ça a été une bonne expérience pour moi pour voir qui me soutenait. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Ça a été une expérience. Et puis il ne faut jamais mettre les œufs dans le même panier. Exactement. Bah là, en l'occurrence, et voilà, il faut. Bah là, les paniers, j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça que il y a un panier qui était percé, qui m'a. En plus, il n'y a pas que dans pas longtemps, donc c'est bon, tu vas pouvoir. Ouais, mais j'ai déjà recréé un compte. Mais au final, on l'alimente même pas trop. Non, ça a été super intéressant parce que en effet, enfin quand je dis j'ai surjoué, j'ai pas trop surjoué non plus. J'ai vraiment trouvé ça scandaleux. Je le redis. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai surjoué le fait que ce média était extrêmement important pour moi. Il n'était pas si important pour moi, mais ça n'empêche pas que ce qu'ils ont fait était scandaleux, et donc j'ai voulu le dénoncer. Et là où j'ai en effet, quand je te dis que j'ai surjoué le truc, c'est que j'ai voulu faire comme si c'était le média principal sur lequel je diffusais, parce que ça pourrait malgré tout arriver un jour qu'on soit censuré sur YouTube, et donc il faut que j'envisage de préparer, si tu veux, la riposte, si tu veux. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis en effet, j'ai discuté. Il se trouve que je connais un représentant de TikTok en France. Non, enfin, je trouve que non, je connais un petit peu le monsieur TikTok France, si tu veux, qui s'appelle Éric Carando, qui est l'ancien président du CNC, qui était un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Alors j'ai pas voulu balancer trop les détails de mes discussions privées avec lui, mais bon, franchement, c'était scandaleux, quoi, parce que il y avait rien qui pouvait justifier véritablement qu'on soit censuré. Bon, je te dis, là où ça a été intéressant, c'est que ça m'a permis de voir qui me soutenait. Voilà. Et j'ai été soutenu. J'ai fait d'ailleurs, je crois, un tweet là-dessus où je crois que ah ben c'est pas que j'ai été déçu, j'étais super heureusement surpris par des personnes que j'aurais jamais imaginé me soutenir. Dont Rémi Tel notamment, dont Jason Miller, le patron de Getter, dont plein d'autres personnes, pas forcément des gens connus d'ailleurs, mais des gens dans mon entourage, si tu veux, qui m'ont soutenu et que j'aurais jamais soupçonné me soutenir. Et à l'inverse, t'as raison, je vais te dire, j'ai pas été déçu. J'ai été, on va dire, j'ai été conforté dans l'idée que j'avais des faux amis, si tu veux. Et dans ce métier, on a beaucoup de faux amis. Pourquoi t'as été censuré de TikTok? Est-ce que tu sais la raison pour... Ouais, bien sûr. Ouais, alors écoute, TikTok, ça a été un peu particulier parce qu'on a appris que c'était donc lié au Covid.
Donc on avait en effet diffusé pas mal d'extraits qui étaient en rapport avec le Covid et des prises de position comme celles qui pourraient être prises sur YouTube et censurées par YouTube. Là où c'était un peu plus énervant, c'est qu'à la différence de YouTube, on n'a pas eu, si tu veux, contrairement à ce qu'il disait, on devait récupérer le compte TikTok et on n'est même pas passé par l'étape récupération du compte parce que on n'a même pas eu le temps, si tu veux, d'être alerté. Parce que pour être alerté, si tu veux, à la différence peut-être de YouTube, en tout cas, on s'était inscrit par, je crois, Facebook. C'est pas moi qui m'en occupe, j'ai dans mon équipe un community manager super. Non, mais je l'ai même pas appris par mail, c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que j'ai même pas pu faire des screenshots parce que on l'a pas appris par mail. Je crois qu'on s'était inscrit via un autre compte. Tu sais, on peut synchroniser, on peut parfois créer des comptes avec des autres comptes d'autres plateformes, exactement. Et donc, on n'a même pas eu le temps, si tu veux, de se rendre compte qu'on avait été censuré parce qu'on nous avait en effet pendant une semaine interdit de publier. Et lorsqu'on a voulu republier, on a eu un panneau qui indiquait que la chaîne elle existait plus. Donc c'est un peu agaçant parce qu'on n'a même pas pu, si tu veux, screenshotter comme on dit les extraits qui ont été bannis. Et puis en effet, on aurait pu avoir les preuves à présenter en effet publiquement. Mais bon, écoute. Après voilà, bon TikTok encore une fois, je te dis TikTok qui se joue la plateforme si tu veux qui est quand même qui appartient aux Chinois quand même pour l'anecdote. Donc si tu veux être banni par TikTok, c'est presque comme je te le disais, c'est comme avoir un article de Libé qui t'allume quoi. Ce que j'ai eu il y a peu de temps, voilà, c'est la médaille suprême, plus personne lit Libé. Justement, est-ce que la parole te semble libre en 2022 ? On a vu par exemple le cas de RT France qui a été supprimé de partout. Bah ouais, alors le problème d'RT France... Les journalistes n'étaient pas vraiment pro-russes. Ouais, alors moi ce qui m'a fait marrer, et d'ailleurs là tu vois je vais pas faire de langue de bois, c'est tous ceux qui se sont indignés et qui ont démissionné 2 jours avant que la chaîne rende l'âme si tu veux. Bon là moi je trouve qu'il y a pas beaucoup de courage si tu veux à démissionner 2 jours avant que la chaîne rende l'âme. Bah ouais, quand t'as Frédéric Tadei, excuse-moi, qui a été le premier invité que j'avais reçu dans les Incorrectibles, donc ça m'a même là je le dis pas pour tacler Frédéric Tadei, mais ça m'a surpris quoi. Frédéric Tadei a démissionné en invoquant en effet, mais je le respecte, qu'il pouvait pas continuer à travailler pour une chaîne, si tu veux, qui qui appartenait à un pays qui était en conflit ouvert avec le pays dont il a la nationalité. Moi je trouve que le paramètre qui aurait dû être le principal, en tout cas depuis 2 ans, il devait quand même savoir que c'était quand même la Russie qui finançait RT. Bon, ça dérangeait pas jusqu'à maintenant. Tout d'un coup, ça dérangeait. Moi, je trouve ça un peu curieux. Et puis surtout, je pense qu'il avait une totale liberté. Parce que j'ai failli aller, pour tout te dire, j'ai failli aller sur RT. Peut-être finalement qu'avec le recul, j'ai bien fait de pas y aller. Mais bon, c'était, écoute, c'était au moment où j'étais à CNews. Il m'avait démarché et il m'avait proposé et c'est drôle parce que tu vois, j'aime bien cette expression, ma maman me disait toujours, tout est un mal pour un bien dans la vie. Et je crois vraiment beaucoup à cette expression. J'ai l'habitude de la ressortir souvent, cette expression, tout est un mal pour un bien dans la vie. Et donc ce qui doit se faire, se fait. Et ce qui, au final, ne se fait pas, il faut que tu te dises que ça ne devait pas se faire. Voilà. Donc moi, j'étais à CNews et j'avais été, en effet, approché par RT, qui m'avait proposé, non mais c'était un truc de dingue, je vais pas, bon maintenant, de toute façon, voilà, je vais pas dévoiler le salaire que je gagnais, mais il était pas dingue à CNews et RT m'avait proposé presque 4 fois mon salaire. Donc si tu vois, à un moment donné, quand t'es quand même, à un moment donné, bon, on a beau dire, tu vois, tu parlais de la notoriété, mais enfin, l'argent, c'est quand même pas non plus négligeable. Voilà, c'était tout à fait le cas puisque j'étais en effet pigiste et donc en effet mais en étant pigiste quand même j'avais quand même pas mal de jours où je travaillais par mois donc du coup j'avais un salaire qui était pas négligeable non plus mais là RT était arrivé en me disant voilà ils mettent sur la table presque 4 fois le salaire donc là je vais l'argument principal pour lequel tu n'as pas voulu le faire je vais dire l'argument principal c'est incroyable hein, c'est comme l'avenir m'a donné raison c'est que je m'étais dit écoute, je suis pas archi jeune, mais je suis pas non plus encore complètement archi vieux. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un billet aller sans retour possible dans d'autres médias? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au final, aujourd'hui, peut-être que j'ai pris un billet sans retour non plus en créant les Incorrectibles, mais c'est mon média, c'est à moi, tu vois. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, écoute, voilà, à l'époque, et puis en plus, à l'époque, je pensais en plus que j'avais peut-être un avenir au sein de CNews, si tu veux. Donc, voilà, bon, il se trouve que je pense que mon avenir, il n'était pas à CNews. D'ailleurs, ouais, on me l'a fait comprendre, quoi. Si tu veux. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais ravi quand j'ai pu, si tu veux, proposer les Incorrectibles. Je les avais proposés à CNews en priorité.
Et d'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'à l'époque, j'avais été voir Serge Nedjar, qui m'avait d'ailleurs souligné que ce nom était un joli nom. Donc, tu vois, j'avais eu du flair parce que j'avais déposé la marque. Et c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, ta chaîne s'appelle Télédroit et je suis, voilà, c'est bien m'en a pris d'avoir déposé cette marque puisque c'est ce qui m'a permis, après mon départ de Sud Radio. Parlons du droit. Ouais, Est-ce que tu t'imposes des limites dans la préparation des questions aux invités? Et quelle place le droit a le droit dans l'émission? D'accord, tu veux dire par rapport à la diffamation potentiellement possible. Alors il se trouve qu'au moment où je te parle, je suis sous le coup d'un procès en diffamation. Donc d'un invité, donc ça va avoir lieu là dans les quelques jours. On voit que la justice passe très vite, en tout cas pour certaines personnes. Donc là dans ouais, c'est en référé, exactement. Voilà, en référé. Donc, écoute, suite à un invité, mais j'ai envie de dire, j'ai tellement d'invités incorrectibles que potentiellement, c'est ça peut-être le risque majeur que va avoir ma chaîne, c'est d'être potentiellement poursuivi en diffamation à chaque émission. Alors bon, on a des billes quand même pour se défendre. Ouais, mais bon, il n'y a pas que la liberté d'expression, parce que si demain, en effet, en termes de diffamation, il y a un propos. Ouais, je suis censé, alors en direct, maîtriser mon antenne, ça c'est comme c'était le cas à Sud Radio, mais après, si tu veux, tu laisses l'émission en ligne. Donc, en effet, là, c'est comme si l'émission était enregistrée et tu es capable de pouvoir couper le moment qui serait susceptible d'être de la diffamation. Donc moi, il se trouve que je pars du principe qu'en général, quand je fais des émissions, bah, je les laisse intégralement comme elles ont été lorsqu'elles ont été diffusées la première fois. L'État ne devrait pas aujourd'hui créer un conseil qui nous aiderait justement à nous dire là, par exemple, cette séquence-là ne va pas, alors je vous invite à la supprimer, parce qu'aujourd'hui, l'information elle est tellement diffusée, elle est tellement... Regarde, nous aujourd'hui, on peut lancer notre média Télédroit. Il y a 10 ans, c'était pas possible de lancer ne serait-ce que le nom de télé sur une chaîne. Il n'y avait pas de les caméras coûtaient une blinde, c'était pas possible. Aujourd'hui, le fait que l'information soit autant diffusée, est-ce que ça ne nous pousserait pas à travailler main dans la main avec l'État pour des conseils? Écoute, moi... directement passer par la justice, ouais. Diffamation, et risquer justement des strikes. Ouais, écoute, travailler en général avec l'État main dans la main, ça n'a jamais marché avec le journalisme. Oui, t'as raison, mais il y a peut-être aussi des sujets sur lesquels il faut pas transiger, tu vois. Moi, j'ai plus de carte de presse, tu vois. Par exemple, c'est un truc absolument génial. J'ai fait d'ailleurs chez notre ami Mike Borowski, j'avais poussé un grand coup de gueule. Voilà, honnêtement, ça veut rien dire, quoi. Il y a des gens qui font faronne avec une carte de presse. Carte de presse, ça ne veut strictement rien dire, quoi. Aujourd'hui, être journaliste, les gens l'ont pas intégré. C'est juste savoir poser des questions. Je pense que toi, comme moi, comme ton caméraman, on est autant programmé génétiquement pour savoir poser des questions qu'un journaliste. Je veux dire, quel est le papier, le diplôme, le parchemin qui peut légitimement dire que quelqu'un est plus légitime pour poser une question. Mais je pense que tu es autant, si ce n'est plus légitime que d'autres, qui ont justement la main sur la braguette quand il s'agit de poser des questions, tu vois. C'est aussi une autre facette du journalisme, le fait de venir d'endroits différents, de secteurs différents. Bah, il se trouve que moi, oui, en plus j'ai fait pas mal d'endroits différents parce qu'avant, en plus, tu as eu la gentillesse de le faire remarquer. J'avais j'étais entrepreneur depuis le début, quoi. Donc j'avais même fait 10 ans de production. J'ai même produit pour TF1 des programmes. Donc il se trouve que j'ai produire aujourd'hui. Bah là, je me produis moi-même. Donc aujourd'hui, je suis producteur. Non, je pourrais justement. C'est quelque chose à laquelle je. D'ailleurs, petite digression. Comment ça se passe d'ailleurs? Allez, on va démarcher les chaînes, comment Alors c'est compliqué parce qu'aujourd'hui c'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis plus sur les médias mainstream, c'est-à-dire que c'est tellement, on va arrêter de se voiler la face. Comment ça se passe? Bah, je vais te dire comment ça se passe. Ça se passe d'abord par le copinage, quoi. Si aujourd'hui t'es copain avec 2-3 directeurs des programmes, ça aide franchement beaucoup. Quand un concept béton, ça passera pas si tu... Non. Alors ça je te le dis clairement, et alors encore plus dans certains secteurs de la production. Par exemple, à un moment, moi j'avais produit une web-série avec les 2 acteurs de Neuilly-sa-Mère, une web-série. Séguir et Jérémy Denisti, ouais, ça c'était dans ma ancienne vie, donc de producteur, même de fiction, tu vois, j'avais produit une web série. Bon, bah après je m'étais
un peu considéré. On avait eu un premier prix au Festival de la fiction télé de Luchon, donc on avait été limite reconnu dans le milieu. Et donc moi je m'étais pris à penser que j'étais devenu un producteur reconnu. Bon bah si tu veux, j'ai été voir la plupart des chaînes télé françaises, donc j'ai même pas besoin de les balancer, c'est la plupart des chaînes qu'on connaît. Et j'étais venu avec des projets vraiment qui vraiment avaient des réalisateurs connus, des acteurs connus. Ouais, exactement. J'avais même des pilotes, exactement. Et on m'a clairement fait comprendre, il est génial ton pilote, mais on te donnera jamais ta chance parce que voilà, t'es une petite boîte de prod. Donc ce qu'il faut, c'est que tu t'associes en coproduction avec un producteur avec qui on a l'habitude de travailler. C'est-à-dire qu'en gros, on me disait clairement, tu vas aller voir notre copain qui n'aura rien foutu, mais juste parce que c'est notre copain, tu vas lui apporter 50% de la production de ton concept. Donc moi, c'est vrai, t'as raison, vaut mieux, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs à l'époque, vaut mieux peut-être toucher 100 de 50 que 0 de 100. Ouais. Ouais, mais bon, enfin, au final, c'est rageant quand même, tu vois, parce que, je veux dire, voilà, alors, en effet, bon, je pourrais le comprendre si on parlait de faire une méga production hollywoodienne, si tu veux, à 4 millions d'euros l'épisode, je comprendrais que là, voilà, une chaîne veuille pas forcément filer 2, 3, 4 millions d'euros à une petite boîte de prod. En revanche, moi, c'était des programmes courts, en l'occurrence, à l'époque, enfin, ce qu'on appelle des programmes courts fictionnés. Donc là, je considérais que si tu savais déjà produire pour le web un programme court de 7-8 minutes l'épisode, bon bah aujourd'hui voilà, c'est un mépris d'ailleurs pour le web aujourd'hui, parce que aujourd'hui tu as des trucs pour le web qui sont beaucoup mieux produits que pour la télé. Donc aujourd'hui, j'avais envie de dire j'ai envie de dire aux chaînes de télé ouais, on n'a pas de leçons à recevoir d'un producteur télé, c'est même nous qui pourrions leur donner des leçons à des producteurs télé. On passe à la troisième. Allez, la troisième slide. Ah, vidéo la plus vue. Ah bah oui, écoute, vidéo la plus vue, 505 000 vues pour le professeur Perron et 6,5 millions de vues en cumulé. Bah ouais, écoute, je suis hyper fier, hein, si tu m'avais dit... Ah oui. Seule chose qui m'importe, c'est pourquoi dans un instant, eh bien, je vais recevoir un invité dont les 2 dernières émissions, justement, qu'il a accordées à des confrères, sont restées respectivement en ligne sur cette plateforme 8 jours pour l'une. Et écoutez bien, 1 heure seulement pour l'autre. Il va s'exprimer comme il l'entend ce soir, et je pense qu'il va en emmerder plus d'un, pour reprendre un mot qui n'est désormais plus grossier depuis que notre propre président l'emploie. Bonsoir Christian, ravi de vous retrouver. Un long format, des invités non conformes aux standards mainstream. Comment on prépare une émission comme Les Incorrectibles, le rendez-vous YouTube du dimanche soir? Oui, et puis même le rendez-vous du mercredi, puisque, écoute, depuis 2 semaines, en effet, hier on recevait Carl Zero, qui est revenu sur l'affaire Epstein. Il y a 1 semaine, donc on a lancé ce format Prime, du mercredi bonus, qui est vraiment... Hein? Il n'y a plus de repos. Non, écoute, ouais, non, c'est vrai qu'entre le dimanche, le mercredi et puis le lundi aussi avec mon ami Fabrice Diviso. Ouais, c'est du boulot. Bon, alors je vais pas te mentir, j'ai une petite équipe autour de moi, donc qui, en effet, m'aide aussi un petit peu au niveau édito. Tu vois, ça aussi, il faut arrêter de penser que tout le monde fait tout, quoi. Non, mais attends, je fais l'essentiel quand même malgré tout, mais il se trouve en production et tout. Non, il y a pas. Bon, mais il se trouve que c'est vrai que je suis un petit peu aidé quand il y a des bouquins à lire. Je te dis pas que je les lis tous, ça ce serait te mentir. Voilà, mais tout le monde fait ça, mais personne le dit. C'est ça qui est génial. Donc moi. Ta plus dure interview? Ah, c'est une bonne question ça. Écoute, ma plus difficile interview, je m'en souviens. Ouais, très bien. Elle est pas récente. Non, elle est pas récente. Parce que c'était un peu tendu. Ouais. Récemment. Récemment, tu veux dire? Avec Kémy Séba. Ah non, Kémy Séba, c'est très bien passé, au contraire. Mais tu sais, alors là. Il y avait tension, je sais pas. Et les commentaires aussi, les gens. Ouais. Mais contrairement, et ben voilà. C'était cordial. Et ben voilà, tu vois, là Kémy Séba, c'est une belle rencontre en plus. Kémy Séba a fait une super belle émission. Alors qui allait à l'encontre du politiquement correct, puisqu'on parlait de l'Ukraine, et bon, il avait un parti pris qui était pas celui de la plupart des médias classiques, mais je trouvais que là aussi, c'était intéressant de donner la parole à quelqu'un qui ne voyait pas Poutine comme le diable, contrairement à la plupart des chaînes et médias classiques. Donc ouais, non, ça a été tendu, mais très respectueux. Alors la plus difficile, mais écoute, et en plus tu me donnes envie de le recontacter parce que c'était une vraie déception là pour le coup, mais une déception parce que je pense qu'il a pensé à l'époque que je voulais me le farcir, si tu veux. C'était Jérémy Ferrari.
C'était lors d'une interview justement à Sud Radio, et on avait fait une interview où je l'avais interviewé, il était en promo, mais je pense qu'il connaissait pas l'émission, en tout cas que son attaché de presse à l'époque lui avait pas parlé de l'émission et qu'il pensait être là qu'en promo. Je l'avais interviewé sur l'actualité, et puis c'est vrai que je lui avais posé quelques questions qu'il avait un petit peu mis en difficulté, mais surtout moi, il avait eu le sentiment, et c'est ça qui m'avait fait de la peine, il avait le sentiment que je voulais le piéger. Et c'est pour ça que s'il nous regarde vraiment, Jérémy, je voudrais vraiment te redire que pas une seule seconde j'avais voulu te piéger. Au contraire, si je t'avais invité... Comment tu sais qu'il a voulu, qu'il pensait ça? Parce qu'on avait une discussion très vive à la fin de l'émission. Mais quand je te dis vive, vraiment très 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 vive. Et donc voilà, puisque à l'époque l'émission était enregistrée. Et il s'était posé la question de ne pas la diffuser. Et on s'était dit, écoute, moi je parlais du principe que j'avais enregistré dans les conditions du direct et que je voulais pas remonter l'émission, puisque on était dans les conditions du direct à l'époque. Et donc, je lui avais dit non, je veux pas couper les passages que tu me demanderais éventuellement de couper, parce que tu avais l'impression, ce qui n'était même pas en plus le cas avec le recul, d'avoir été en difficulté. Mais il avait le sentiment, que je voulais le piéger. Et j'avais voulu lui dire, et je le lui redis à l'époque, que si je l'avais reçu, c'est parce que justement, j'adore Jérémy Ferrari, il me fait beaucoup rire. Et voilà, et donc j'avais eu, c'était une interview très difficile, parce que justement, j'avais, contrairement à ce qu'il avait donc pensé, j'avais un peu d'affect lors de cette interview, parce que quand tu es vraiment devant toi quelqu'un que tu respectes ou avec lequel tu as un petit début d'affection, tu vois, nous on se connaît que depuis le début de cette interview, enfin on s'est parlé juste 10 minutes avant, peut-être qu'au bout de 10 minutes, on a le sentiment de partager un tout petit peu de sympathie. C'est vrai que si tu avais envie de m'envoyer une question un peu vache, peut-être que tu t'hésiterais. Non. C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Non, mais t'as raison. Non, mais, quoi qu'on dise. Tu sais quoi que tu dises, je te garantis que si tu as de la sympathie pour quelqu'un et que tu veux poser une question vache, et la question vache, je te jure que tu la poseras pas de la même façon si t'as de l'antipathie pour l'invité. C'est-à-dire que si t'as un mec que tu méprises, je peux te garantir que là, ta question vache, tu lui foutras bien dans la gueule. Alors que si tu as un début d'empathie, de sympathie pour lui, tu lui poseras sa question vache, mais tu la lui poseras. Bon, après, peut-être que Kémy, il est imposant en plus, Kémy Séba, donc il était pas venu seul non plus. Il faut pas l'énerver. Mais bon, à la rigueur, il y a deux personnes qu'il faut pas énerver. Il y a Kémy Séba et les pâtissiers. Ah, les pâtissiers, dis-moi pourquoi? Parce que s'ils te mettent une tarte... Pas mal. J'avais pas vu. Pas mal. Sans transition, on passe à ta source d'inspiration. Ma source d'inspiration. Ah, ma source d'inspiration. Alors écoute, je vais pas te dire qui. Ce sont des chaînes YouTube. Ok. Ce sont des personnes expérimentées déjà dans le milieu. Non, alors l'actualité d'abord. Ma source d'inspiration. Tu me parles. Attends, ma source d'inspiration pour. Dans ton travail. Pardon, oui, dans mon traitement à moi de ce que je fais, pas de mes invités. Non, je croyais que c'était ma source d'inspiration pour inviter des gens. Donc là, c'est vrai que je regarde un petit peu sur YouTube ce qui se passe et pas forcément sur des médias. Les chaînes YouTube que tu regardes. Justement, c'est ça que je vais pas te dire, puisque justement, c'est un peu moi. Non, c'est justement des chaînes qui sont pas forcément super connues. Tu vois, par exemple, pour l'instant, je te souhaite de devenir une chaîne qui va, et je suis sûr que ça va cartonner en peu de temps. Mais Télédroit, tu vois, je connaissais pas avant que tu m'invites, et d'ailleurs je te remercie encore. J'ai été regarder. Et je me suis dit, tiens, il y a 2-3 invités qui me paraissent pas mal. Donc voilà, donc j'aime bien regarder, tu vois, des chaînes YouTube qui sont pas forcément tout de suite. Sur Télédroit, on est très éclectique. De base, on se concentre sur les avocats, mais dans le droit, il y a aussi la communication et l'influence. C'est pour ça qu'on a lancé l'émission Influx, dans laquelle on parle des personnes qui font l'influence et la communication. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on t'invite. Écoute, vraiment, je suis hyper honoré et touché. Et alors, mes sources d'inspiration, écoute, ma source d'inspiration. Tu veux dire mon modèle écoute, je vais te dire, mon modèle, il y en a. Alors, bizarrement, mon modèle, ça va pas forcément de pair avec l'humain. C'est-à-dire que on peut respecter quelqu'un qu'on connaît pas. Donc moi, je connais pas les deux personnes dont je te parle intimement. Enfin, j'ai juste l'occasion pour l'une d'échanger un peu avec lui. Mais c'était quelqu'un dont j'étais absolument fan quand j'étais jeune. Toi, t'as peut-être pas connu parce que t'es trop jeune. C'est De Chavannes. Non, moi, De Chavannes, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Christophe De Chavannes. C'était une émission qui s'appelait Ciel mon mardi. Et puis ensuite, il y a eu Coucou, c'est nous, tout ce que, tu as peut-être connu. C'était un peu plus récent, mais vraiment la première émission. Ouais, mais tu vois, ça c'était l'époque de Chavannes qui était pas celle qui m'a donné envie. Moi, à l'époque de Chavannes, que j'ai vraiment vénéré et que je vénère encore, c'était Ciel mon mardi. Et puis dans la veine de Chavannes, il y a
mais exceptionnel. Et moi, je rêve de. Mais moi, je rêve. Tu me parlais de ce que si un jour. C'était PNP de l'époque. Bah ouais. Enfin, sauf que pour moi, c'était vraiment un cran au-dessus, tu vois. Ah, c'était exceptionnel, vraiment. Donc moi, c'était vraiment Ciel mon mardi. Et puis après, c'était la façon de présenter le JT. Alors c'est marrant parce que tu en as parlé tout à l'heure. C'était Guillaume Durand qui présentait le JT de 20h de la 5. Voilà. Et puis qui a présenté une émission qui s'appelait Les absents ont toujours tort. Donc voilà, c'est mes deux modèles en source d'inspiration en termes à la fois d'intervieweur et puis de vision du métier. Parce que tu vois, ces deux-là, pareil, je sais pas forcément de quel bord ils sont politiquement. Alors, il nous reste 10 minutes avant de rendre nos modestes locaux. On va essayer d'aller rapidement. On a encore beaucoup de questions. Avant de passer à la dernière slide, est-ce que tu savais que ça serait le professeur Perron qui serait à la tête de tes vidéos les plus vues sur les incorrectibles? Écoute, je m'en doutais un petit peu. Là, ce serait de mentir que de te dire que je m'en doutais pas. Je m'en doutais un petit peu parce que d'abord, c'est pour ça que c'est bien le passage que t'as mis, parce que il était censuré partout. Au moment, là, il vient même d'être suspendu de ses fonctions. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Il a même plus le droit. Là, on parle même plus de vidéo et de droit de s'exprimer. Non, mais Perron, ce qui était dingue, c'est qu'en effet, à l'époque où je l'ai reçu, il avait accordé 2 interviews. Il avait accordé une interview à Valeurs Actuelles, à VA+, la chaîne de Valeurs Actuelles, qui était restée en ligne 1 semaine. Et il avait accordé une autre interview, je crois que c'était à Radio Courtoisie, une interview qui avait été mise en ligne et qui était restée, je crois, 20 minutes en ligne. Donc on s'était dit, bon bah il y a une bonne chance que là, celle-là, elle dépasse pas 10 minutes. Et là, c'est là où j'ai un peu bluffé tout le monde, parce que là, il faut quand même pas jouer les faux modestes. Non, j'ai pas pris du tout de pincette. On a fait une émission explosive. Mais voilà, donc ce que j'ai fait, c'est merci Gator. Pareil avec la Berkane. Et ben voilà, donc avec peut-être. 50 sur Odyssée. Ah voilà, et ben voilà. Mais c'est un truc complètement con. Beaucoup plus loin, on a débunké des vidéos ultra complotistes. Donc ça veut dire qu'on a fait de la pédagogie sur ce qui est censé ne pas être diffusé. Eh ben écoute, voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Et voilà, donc finalement on a parlé des papillons dans le ciel et du beau temps pendant quelques... C'était intéressant, non, parce que cette première partie, justement, on a parlé de son enfance, de sa jeunesse. C'était intéressant, mais c'était pas polémique, si tu veux. Et la partie polémique, on l'a réservée à Gator. Donc voilà, où il n'y a pas de censure, comme tu le disais, en effet, Rumble ou Odyssée. Ok. Eh ben écoute, on passe à la dernière slide. C'est divisionnaire. Aujourd'hui, divisionnaire. que quand vous commencez à parler du Covid, on vous dit mais espèce d'égoïste. Comment oses-tu encore parler du Covid et soignants suspendus alors qu'il y a la guerre? Il y a la guerre comme... Mais non. Vous en parlez peu, François Asselineau, du Covid, là, pour le coup. Moi, je suis un peu au diapason, c'est-à-dire que effectivement, je suis d'accord avec Fabrice Divisio. Plus personne ne parle du Covid. Ouais, là, J'hésite entre appel d'urgence et camping paradis. Tu me conseilles de regarder quoi le lundi soir? Je te conseille de regarder Divisionnaire, voilà, parce qu'il n'y a jamais rien à la télé le lundi. Donc en effet, c'est ce que je dis en introduction. Ouais, exactement. Alors là, je suis dans un rôle uniquement de présentateur. Alors justement, présentateur ou animateur? T'as raison. Je sais pas répondre à cette question. Animateur, parce que je crois qu'animateur, il y a, je crois dans l'étymologie du mot animateur, ça vient du mot âme. Donc je crois qu'animateur, ça correspond mieux. Mais ouais, ça vient de là, je crois. Et alors que présentateur, bon, on est interchangeable. Alors que dans animateur, je crois qu'il y a un truc un peu plus, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, incarner une émission ou un programme. Donc là, c'est vrai que c'est justement ta collaboration avec Divisio, qui fait le choix des sujets, qui fait le choix des invités. On le fait ensemble. Alors écoute, on change parce que Fabrice est un mec qui bouillonne d'idées, il en a 100 à la seconde. Donc si tu veux, chaque semaine, si tu veux, l'émission change. Mais oui, qu'on adore Fabrice Divisio, qui est vraiment, je te dis, un type qui vraiment bouillonne d'intelligence et qui a tout le temps une idée meilleure qu'une autre d'ailleurs toutes les 2 secondes. Mais c'est pas évident tout le temps à gérer parce que chaque semaine, c'est vrai qu'on a tendance à se dire tiens, on va mettre ça. Il a tendance à vouloir mettre ça là, mettre ça à un autre endroit du public, un coup sur 2 dans un endroit, le studio ailleurs, en tête à tête avec un invité, 2 invités, 3 invités. Voilà, donc si ça change souvent, donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai. Alors en effet, c'est la chaîne de Fabrice là, tu vois, pour des raisons. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en effet, là c'est pas ma chaîne, mais bon.
Ouais, et puis il est avocat, donc si tu veux, non, mais pour d'autres raisons aussi, c'est que si tu veux, là pour le coup, celui qui est fameux directeur de la publication dans Les Incorrectibles, c'est moi, le directeur de la publication dans Divisionnaire, ce serait Fabrice Divisio, si tu veux. Donc s'il y avait potentiellement des paroles un peu, voilà, ça n'engagerait, que l'invité qui les tiendrait et lui. On ressent ta neutralité dans le fait d'inviter certaines personnes, plus ou moins incorrectibles. Est-ce que ça serait pas déjà une prise de position de ta part? Et du coup, est-ce que cette prise de position, certaines personnes que tu as voulu inviter t'ont refusé pour cette raison-là? Écoute, j'ai pas beaucoup de refus. J'ai des refus qui sont, je pense, des refus d'abord de personnes qu'au final j'avais pas tant que ça envie d'inviter. Donc t'as pas le syndrome du sympathisant anti-vax? Non, justement, ouais, t'as raison, j'y ai échappé. De peu, hein. Mais j'y ai échappé de peu. Non, écoute, j'ai quand même aussi fait un peu gaffe de pas tomber non plus dans ce travers. Bon, je vais pas non plus balancer des noms qu'on connaît parce qu'il y en a que j'ai reçus à une époque et que je recevrai peut-être plus aujourd'hui, tu vois. Mais bon, après, je te dis, j'ai de grief contre personne. C'est juste qu'il en faut un peu pour tous les goûts. Et c'est vrai que t'as raison. Moi, à titre personnel, j'ai toujours dit que j'étais anti-pass vaccinal, mais pas anti-vax. Donc voilà, c'est une petite nuance que je fais. Après, je reconnais parfaitement le droit à quelqu'un de ne pas vouloir se faire vacciner. Et je trouve ça scandaleux qu'on emmerde autant les gens qui sont pas vaccinés. Voilà. C'est leur droit. Bah, je considère en effet que c'est leur droit le plus entier. Donc c'est pas dur aujourd'hui d'inviter des personnes mainstream, tu vas pouvoir... Ah bah non, parce que j'ai même mieux aujourd'hui. Alors je vais même rajouter quelque chose là pour le coup parce que j'en suis fier. C'est non seulement pas difficile d'inviter, mais c'est même difficile de trier parce que j'ai des gens qui m'appellent. C'est-à-dire que maintenant je fais partie de ce qu'on appelle des plans médias, c'est-à-dire des gens qui sortent des bouquins et donc qui m'appellent parce qu'ils ont envie d'être reçus dans mon émission parce qu'ils savent, enfin leur attaché de presse savent que leurs auteurs, en l'occurrence pour des maisons d'édition souvent, savent que leurs auteurs vont avoir du temps pour s'exprimer dans mon émission, qu'ils n'ont plus en télé. Bah du coup j'ai trop de demandes pour l'offre, on va dire, puisque je n'ai que au départ qu'une émission par semaine et j'en ai 2 maintenant. Tu préfères aussi toi inviter plutôt que te... Oui, non, pas forcément. Bah là, il se trouve que non. Parfois, écoute, on peut faire rejoindre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Je suis ravi. Là récemment, voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé. En l'occurrence, c'était Karl Zéro, qui m'a dit qu'il sortait la suite de son documentaire. Bon bah voilà, je l'ai reçu hier parce que je trouvais qu'en effet, c'était d'ailleurs une petite exception que j'ai faite. C'est la seule c'est le seul invité pour lequel j'ai fait cette exception de recevoir une deuxième fois le même invité. Il avait une nouvelle actualité. Il avait été voir tous les candidats à la présidentielle pour parler du sujet son documentaire, donc je trouvais légitime de le réinviter. Donc quand il m'a appelé pour me dire Eric, j'aimerais revenir dans ton émission, tu vois, j'essaie de faire savoir. Et bah ouais, hein, j'ai peut-être un avenir là-dedans. Voilà, je lui dis Karl, mais avec plaisir. À la condition que tu me piques pas la vidéo, parce qu'il m'avait aspiré la première fois la vidéo et qu'il avait posté sur sa chaîne. Il avait fait 800 000 vues sur sa chaîne, là où moi j'en avais fait que 200 000. Ce qui veut dire qu'on avait fait 1 million de vues, ce qui est colossal avec lui. Donc, est-ce que tu peux faire de la monétisation de ça? Ouais, alors écoute, on a commencé à monétiser depuis peu de temps. Ouais, non, mais moi il y a pas de sujet tabou, donc ouais, on a commencé à monétiser, on commence en effet à faire un petit peu d'argent. Ouais. Là, il y a des invités que je monétise pas. Non. Alors, pour répondre à ta question par rapport à la censure, c'est là où il faut être. Quand tu monétises, tu fais porter le regard de YouTube sur ta vidéo. Donc, ça c'est ce qu'on m'a appris. Moi, je suis pas un spécialiste. Pas la monétisation de la vidéo, mais la monétisation d'un produit que la bien invité vend. Ah, ça veut dire du placement de produit, ça, ou du sponsoring. Bah non, le placement de produit, j'en fais pas. L'utile à l'agréable, on va dire. Dans le sens où toi, tu voulais inviter la personne pour parler du sujet, au final. Non, alors ça, je fais pas. Non, ça, je fais pas. Bah, si tant est qu'on puisse pas. Enfin, si tant est qu'on puisse pas dire qu'un livre, est-ce que c'est pas un produit? Donc, quand je reçois quelqu'un qui sort un livre, quelque part, on fait la promo de son produit aussi, donc son livre. Donc, on l'a fait gratuitement, mais en même temps, il te fait le plaisir de venir. Donc, voilà. Après, souvent, les livres parlent de sujets d'actualité. Donc, non, mais en effet, non, je fais pas de placement de produits comme d'autres youtubeurs. Oui, puisque aujourd'hui, tu l'as pas dit, avant d'être journaliste, animateur, présentateur, je suis youtubeur. Et moi, j'ai aucun problème à le dire. On m'a dit, c'est pas chic, faut pas le dire. Moi, non, moi, je trouve que... on est tous youtubeurs et il y a des youtubeurs qui font des vidéos de chats et puis des youtubeurs qui font des vidéos avec le professeur Perron ou avec Kémy Sebas, qui est mon cas. Eric, on arrive à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une page Wikipédia?
Une page Wikipédia, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Alors c'est un truc de dingue. Je l'ai eu, ma page Wikipédia, et je l'ai perdue. Alors c'est un truc de dingue, ça. J'aimerais que tu m'expliques. D'ailleurs. Et ben tu sais, j'aimerais savoir parce que non, mais il y a aussi, j'ai appris des gens qui se construisent leur propre page Wikipédia. Donc des gens qui déconstruisent. Ouais, qui se créent leur mini légende, si tu veux. Alors non, moi j'ai eu, j'ai eu il y a quelques années, en plus c'était dingue, c'était à une époque où j'avais pas d'actualité particulière. C'était au moment où j'avais produit Plan Bise. Et j'ai eu une page Wikipédia pendant quelques mois et puis elle a disparu. Donc je sais pas si ami Wikipédia tu me regardes, je sais pas comment le truc est géré. Non mais tu vois, ça, on va demander à Idriss Abarkan, il a un petit réseau là-dessus. Ah bon, bah écoute, ça je demanderai à Idriss, bah tu fais bien de me dire ça parce que non mais tu vois, c'est les limites un peu de mon ego. Autant je te dis, je suis ravi quand même de montrer ma petite bouille parce qu'il faut arrêter de dire que les gens qui présentent des émissions, ils veulent pas montrer leur tête. Non, ils veulent montrer leur bobine, ils en sont ravis. Donc moi je suis ravi de montrer ma bobine dans le cadre de cette émission qui est vraiment mon bébé sur mes incorrectibles. Tout le reste, voilà, je pourrais ne plus le faire, mais mes incorrectibles, je veux vraiment continuer. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'avoir de plus en plus de petits incorrectibles qui se reproduisent. Là, on a un nouveau format, donc depuis une semaine, Didier Maistre qui était le premier, hier Carl Zéro le second. Alors c'est le dimanche, c'est l'émission historique des incorrectibles tous les dimanches à 18h. Et puis nouveau bébé, c'est jusqu'en tout cas à la présidentielle, une émission vraiment très longue en prime. Les incorrectibles, toujours, enfin le prime, mais bon, il n'y a pas les incorrectibles de l'élection. Non, ce serait le prime. Ce serait les incorrectibles le prime, si je devais donner un nom. Mais bon, c'était un peu compliqué de refaire le générique, donc je le dis sur Twitter, c'est les incorrectibles le prime. Ouais, et c'est donc tous les mercredis jusqu'à l'élection présidentielle à 21h, et ça dure 2 heures, voilà. Mais ça continuera, j'espère, après, voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, et merci à ton ami caméraman de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et on te souhaite tout le bonheur et à toi aussi, je te retourne le même souhait pour ta chaîne, et vraiment je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci Manu. À bientôt.